Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations entre Taïwan et la France. Aujourd'hui nous continuons, comme la semaine dernière, notre rencontre avec Chantal Jung, professeure ethno-historienne et spécialiste de Taïwan. Ses recherches sur l'île ont commencé dans les années 70, donc ça fait déjà 50 ans de recherche sur l'île de Taïwan. On va continuer dans cette émission à parler plutôt de patrimoine et d'architecture, avec notamment la période de colonisation japonaise et sur la notion de patrimoine à Taïwan. On commence tout de suite l'interview sans plus attendre. Moi je vous ai aussi contacté pour un domaine qui me plaît personnellement, qui touche à l'histoire, au patrimoine et à l'architecture. Vous avez beaucoup écrit sur le patrimoine taïwanais, différentes époques, et l'histoire de Taïwan. Alors peut-être une question pour comprendre un peu les recherches que vous avez faites. Vous dites que ça fait 50 ans que vous faites des recherches sur Taïwan. Est-ce que parce que la notion de patrimoine elle a plusieurs sens. Quel sens a le patrimoine, peut-être architectural à Taïwan selon vous? Pour les Taïwanais ou pour les gens de l'extérieur qui le... Pour les Taïwanais, De nos jours ou sur un laps de temps disons, je pense que la notion de patrimoine à Taïwan, elle a dû beaucoup évoluer. J'ai souvent vraiment pesté parce que j'ai vu des choses donc il y a 50 ans qui ont disparu au fil du temps et ça m'avait bien contrarié parce que c'était des édifices qui ensuite ont été détruits au profit de grands immeubles ou de constructions que les entrepreneurs locaux voulaient faire, donc sans s'occuper de ce qu'ils détruisaient par la même occasion. Puis à cette époque-là, avant les années 70, il n'y avait pas de loi de protection du patrimoine, donc on faisait ce qu'on voulait. Si on voulait un bout de terrain, on mettait le feu à l'habitation. Et je pense à Tinche, il y a une maison, je ne sais pas si c'est Ronglo ou Pailo, mais il y en a une des deux qui a disparu dans un incendie. Et je l'avais vue à un moment, j'ai voulu y retourner quelques années après, et elle avait disparu donc, dans les flammes. Et ça, j'ai trouvé, à cette époque-là, j'étais même assez en colère à l'égard des Taïwanais qui n'avaient pas d'intérêt pour ce patrimoine-là, pour construire des horreurs. Enfin, des horreurs, vous allez me dire, c'est relatif, hein. Peut-être que ça plaît, je ne sais pas, mais pour construire d'autres choses, alors qu'une partie, ces constructions, elles étaient quand même le fait de riches familles bourgeoises qui, au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, sous l'influence de ce que les étrangers faisaient à Hong Kong, Singapour ou sur la côte est de la Chine, avaient envie de montrer qu'elles avaient un bon niveau de vie, qu'elles vivaient comme les Occidentaux, qu'elles étaient capables d'avoir une architecture occidentale, voire même s'habiller à l'occidental, avoir des meubles occidentaux, et je trouve que c'est un morceau de l'histoire qui est parti dans les flammes. Et c'était dommage, voilà. Alors, la notion de patrimoine, à cette époque-là, elle n'existe pas. Alors ça, les maisons dont vous parliez, les maisons un peu de personnes qui avaient un peu les moyens de faire des belles constructions, c'était... vous parlez déjà de la période de colonisation japonaise ou même encore avant? Oui. Pratiquement à la fin du 19e, c'est-à-dire un petit peu avant, parce que là, les étrangers venaient. C'est pas eux qui construisaient, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'acheter des terrains, ni probablement de construire, mais c'était ce qu'on appelait des compradors, c'est-à-dire les riches marchands taïwanais qui faisaient fonction d'intermédiaires avec ces commerçants étrangers. C'est eux qui construisaient ces habitations. Et c'est eux qui ont créé cette espèce de nouvelle classe de bourgeoisie d'affaires qui ensuite va construire un petit peu de partout ces riches habitations. Qui ont pour une partie bien subsisté, mais pour une autre disparu. Elle ressemble à quoi? C'est celle qui ressemble un peu à des styles justement mélange qu'on trouve sur la côte est, qu'on trouve dans toute l'Asie de l'Est. C'est les mêmes schémas, les mêmes plans, les plans passés. Et puis il faut dire aussi que ces constructions qui essaimaient un petit peu de partout dans toute l'Asie de l'Est ou du Sud-Est, et bien sûr à Taïwan, elles étaient souvent le fait d'architectes qui faisaient des plans pour toutes les familles qui le leur demandaient. Donc souvent les modèles sont assez proches. Et à cette époque-là, il y a aussi les colons japonais qui construisent aussi un autre type d'architecture, alors que ce soit dans des styles peut-être plus traditionnels du Japon, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus contemporaines pour l'époque. C'est une architecture néocoloniale, inspirée de l'Angleterre notamment. Oui. Et vous avez aussi étudié là-dessus. Il y a d'ailleurs un de vos derniers articles qui avait été publié dans la revue Historia, parlait un peu de ces architectures-là.
Qu'est-ce qu'on peut en dire justement De l'architecture japonaise, disons populaire, celle qui servait donc, qui était à l'usage des colons japonais, des militaires, des fonctionnaires, des professeurs, enfin de tous les scientifiques que le Japon avait envoyés pour étudier tout ce qu'ils pouvaient étudier sur l'île. Ça, ce sont les fameuses constructions traditionnelles japonaises en bois. Qui de nos jours font l'objet d'une protection pour ce qui en reste, mais qui, elle aussi, subit beaucoup de détérioration. Après, le Japon, c'est aussi la monumentalité. C'est ça, c'était ce qui posait son pouvoir. Il avait vu ça dans toutes les grandes capitales de l'Asie et il voulait faire la même chose. Donc le palais, comment ça s'appelle en face, le Bingwan. Parce qu'il y a le palais présidentiel. En face, donc la résidence pour les autres étrangers. Ah, c'est la Taipei Guest House. C'est Taipei Bingwan. C'était la résidence du gouverneur. Tout ça, ça a été fait à l'inspiration donc de ce que les Japonais avaient pu voir dans les autres grandes capitales de l'Asie. Et en plus, j'imagine qu'à l'époque, le Japon, qui veut expérimenter ces nouvelles constructions dans sa colonie peut le faire, alors des choses qu'il n'aurait peut-être pas pu faire au Japon. Alors, au Japon, ça s'est fait aussi, il y a beaucoup de choses. Hein. Pareil, l'architecture populaire et l'architecture traditionnelle en bois, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Japon. En revanche, il y a beaucoup de choses qui ont disparu du fait des dégâts dus aux guerres. Même chose pour la Corée. Donc, parce que c'était une de ces colonies comme le nord-est de la Chine. Alors, en Corée, ça a été détruit, bien sûr, là aussi du fait de la guerre. Et puis, les Coréens ont voué une haine, mais inextinguible, à l'égard des Japonais, donc ils ont dû achever il n'y a plus rien. En Corée, il n'y a plus rien. Mais du coup, si on reste à Taïwan, ce qui est assez symbolique justement dans ces gros monuments qui ont été faits par le Japon, c'est qu'ils sont conservés aujourd'hui. C'est même un peu une nouvelle fierté, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Complètement. Ouais. Il y a eu des moments, c'est vrai, avec une forte réaction anti-japonaise, mais de fait, de nos jours, ça a été complètement surmonté. Au contraire, on ne saisit, on est très pragmatique en fait à Taïwan, un petit peu comme on peut aussi le dire des Vietnamiens. On va garder ce qui est intéressant à garder, laissant de côté le fait que c'était, bien sûr, ça a été fait à l'initiative des colonisateurs. On garde ce qui est intéressant. Les Vietnamiens font la même chose. Ils n'ont pas détruit tout ce que les Français ont fait. Ils partent du principe qu'on garde. Après, c'est notre pays, on en fait ce qu'on veut, mais ça, on le garde. Donc, les Taïwanais se sont finalement réattribués ce patrimoine colonial. Alors, ça n'a pas été simple, hein. Je vais vite et je résume, mais dans l'article, je le dis un peu, ou dans un autre, je ne sais plus, c'est ambigu. Ça a été ambigu au fil des époques, les uns pour, les autres contre, etc. Mais globalement, maintenant, de nos jours, c'est assez serein. Le débat est encore vif, mais vise quand même, je crois, à devenir assez serein, parce que c'est un patrimoine qui est important, puis ça peut aussi permettre, ça valorise l'île, ça permet d'attirer des touristes, sinon, qu'est-ce que vous leur montrez à vos touristes? Et puis, c'est aussi une façon de réintéresser les étudiants, les jeunes écoliers, les étudiants taïwanais à leur histoire, à leur propre histoire. Vous voyez, on a une histoire qui est singulière, c'est pas la Chine, il n'y a pas que la Chine, on a aussi eu donc l'impact de la culture japonaise, voilà ce qu'il en reste. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Bon, c'est pas vilain, ce sont des monuments qui sont quand même, bien sûr, monumentaux, mais qui posent quand même notre pays. Donc, ils se le réattribuent. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une manière aujourd'hui... Alors moi j'ai deux points de vue en ayant été à Taïwan là-dessus. Je voyais des jeunes générations qui avaient envie de s'intéresser à leur propre histoire et qui voulaient justement revoir un peu cette architecture, essayer de la défendre parce que c'est leur histoire, c'est leur identité de l'île, etc. Mais aussi je voyais peut-être certaines choses, une manière pour le gouvernement de montrer que Taïwan se diffère des autres pays asiatiques, et dont de la Chine sans la citer. Hein. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est peut-être utilisé aujourd'hui, plus qu'avant? Instrumentalisé, vous voulez dire? Instrumentalisé ou au moins employé pour réaffirmer peut-être une histoire et une identité? Le gouvernement, c'est difficile à dire, mais il faut plutôt s'intéresser aux intellectuels. Parce que c'est eux, en fait, qui vont diffuser ces nouveaux concepts, parce que le gouvernement,
bon, il est occupé à ses tâches. C'est pas lui qui va, comme autrefois, sous Chiang Kai-shek, écrire les livres de classe, etc. Il a des commissions, il met en place des commissions, il laisse les experts donner leur avis, puis après, bon, bah, s'il faut construire, déconstruire, reconstruire, peut-être là, il prendra une décision. Mais ce sont les experts, c'est-à-dire un peu les élites intellectuelles qui vont fournir le débat principalement. Alors, il faut voir comment elles fonctionnent. Il faut voir comment elle fonctionne, parce qu'à Taïwan, tout est rattaché à cette espèce de lutte, mais vraiment fratricide pour l'identité. Chacun veut s'adjuger une identité dont il ne sait pas trop ce que c'est, mais il veut s'adjuger une identité dont il ne veut pas que les autres s'en inspirent. Et tout vient de là. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cet épisode de RTF jusqu'ici. C'était Clément Tricot. Comme vous le savez, vous pouvez vous abonner au podcast. Tous les liens sont disponibles sur la page de l'émission, mais aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont aussi sur la page. Moi je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de RTF sur les relations Taïwan-France. Et d'ici là, portez-vous bien.